Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, voici la revue de presse du PRCF pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023 qui, une fois de plus, a été très dense et très riche en événements, malheureusement la plupart du temps dramatiques, même si nous essaierons de trouver un petit peu de gaieté, de joie de vivre dans cette période un peu délicate. Mais l'événement de la semaine ne va pas dans ce sens, puisque l'événement de la semaine, eh bien, c'est l'attentat meurtrier qui a frappé Dominique Bernard, professeur agrégé de lettres au lycée Grand Vita d'Arras dans le Pas-de-Calais, à la suite d'une attaque d'un ancien élève qui, de toute évidence, a été gagné à l'islamisme, et ce, près de 3 ans pratiquement jour pour jour après le terrible assassinat de Samuel Paty. Il faut signaler d'ailleurs qu'un professeur d'éducation physique, un agent technique et un agent d'entretien ont également été blessés dans l'occasion. Alors l'auteur de l'attentat, d'origine tchétchène, fiché S, est suivi par la DGSI, de très longue date d'ailleurs, malheureusement a de nouveau ensanglanté l'éducation nationale. C'est un nouveau drame pour cette communauté éducative qui montre une nouvelle fois d'abord le poids du danger islamiste en France. Rappelons quand même que, on l'a dit, l'auteur de l'attentat vient de Tchétchénie, puisque c'était également le cas du meurtrier de Samuel Paty, une région où l'islamisme a explosé depuis l'effondrement de l'URSS. Car cette dernière avait au moins ce mérite, entre autres, parce qu'en réalité il y en avait d'autres, de combattre ces ennemis du genre humain que sont les islamistes. Il faut d'ailleurs rappeler que Lénine, en juin 1920, avait déjà rédigé une première ébauche des thèses nationales et coloniales, où il affirmait la nécessité de lutter contre le pan-islamisme et autres courants analogues, qui tentent de conjuguer le mouvement de libération contre l'impérialisme européen et américain, donc ça en soi on ne se plaindra pas de ce combat-là, avec le renforcement des positions des Khan, des propriétaires fonciers, des mollahs, etc. Donc ça, inutile de dire que nous sommes beaucoup moins portés sur ce sujet. Tout comme il faut rappeler, au passage, en parallèle, que l'islamisme, sous ses diverses formes, non seulement est justement institutionnellement soutenu par les États-Unis et leurs complices euro-atlantiques, on pense en particulier à l'Arabie saoudite wahhabite, qui a combattu avec Israël le panarabisme laïque, socialisant, anti-impérialiste et défenseur de la souveraineté nationale. Mais aussi et surtout, rappelons que l'islamisme a été allègrement soutenu et financé par les États-Unis. Que l'on pense par exemple au programme afghan, qui avait été approuvé par Jimmy Carter en juillet 1979 et qui apportait un intense soutien aux Moudjahidines cherchant à renverser le communiste Najibullah. Alors c'est pourquoi aujourd'hui entendre l'extrême droite le péno-zémouriste et puis tout ce qui s'y rattache, les LR notamment, avec leur journal favori Le Figaro, les entendre aujourd'hui c'est quand même plus que scandaleux. Parce qu'il faut rappeler que Le Figaro, dans les années 1980, appuyait les Moudjahidines. Et ça, d'ailleurs, cela se retrouve très facilement dans un article du Monde diplomatique. Et voir également la Macronie appelée à protéger les valeurs de la République, ça frise l'infamie. Cette infamie caractérise également des gens dits de gauche, comme Bernard-Henri Lévy, chef de guerre en chef contre Najibullah dans les années 80, contre l'Irak de Saddam Hussein ou contre la Libye de Muammar Kadhafi. Autant de pays qui sont désormais aux mains des pires islamistes qui soient. Et rappelons que ce BHL, le 29 décembre 1981, qui comparait au passage la guerre d'Afghanistan à la guerre d'Espagne, sans se rendre compte du parallèle possible entre islamisme et fascisme par leur haine commune de l'esprit humain. Mais ça, c'est Bernard-Henri Lévy, si vous voulez. Eh bien, ce dernier présentait les Moudjahidines comme des résistants. Et que dire d'un certain Jean Daniel, un chef de file de la pseudo-gauche anticommuniste, dans les médias, qui, dans le Nouvel Observateur du 16 juin 1980, déclarait que, je cite, « Le combat des Afghans est celui de toutes les victimes des totalitarismes communistes et fascistes. » Oui, donc vous comprenez bien que plus que jamais, le meilleur remède contre l'islamisme et contre tous les obscurantismes, à commencer par le fascisme et par toute l'extrême droite haineuse qui se déchaîne désormais depuis une quinzaine de jours en France, eh bien, il est très simple ce remède, il s'appelle le communisme. Le chiffre de la semaine à présent, qui est un chiffre malheureusement inquiétant mais qu'il faut avoir en tête, 57. 57, c'est le pourcentage de personnes qui considèrent dorénavant que la France insoumise est un parti dangereux pour la démocratie. C'est 5 points de plus que le RN. Alors, ce chiffre n'est pas issu d'un sondage, il faut le préciser, il est issu de la 11e vague de l'enquête annuelle réalisée par Ipsos Sopra, certes par l'institut de sondage, Ipsos Sopra Steria pour le Monde, mais aussi par la Fondation Jean Jaurès, le CEVIPOF,
centre de recherche sur la vie politique française complètement affilié à Sciences Po Paris, donc inévitablement orienté, ça on s'en doute, mais aussi par l'Institut Montaigne. Et cette enquête, intitulée Fracture française, révèle une montée du sentiment de déclin dans toutes les catégories de la population, comme le signale Le Monde. Donc on trouve des tas d'autres chiffres. Mais c'est ce chiffre de 57% qui est l'un des plus spectaculaires, parce qu'il témoigne de la stratégie de dédiabolisation silencieuse, ou plutôt avec la complicité des médias aux ordres, soit dit en passant, qui se poursuit tranquillement pour le Rassemblement Le Peniste, ainsi que du fait, et c'est ça qui est aussi inquiétant, que LFI constitue désormais la cible majeure d'un arc anti-républicain qui va de Zemmour à Le Pen jusqu'à, il faut bien le dire, jusqu'à Fabien Roussel. Car ce dernier vient d'annoncer le départ du PCF-PGE de la NUPES. Nous reviendrons sur ce sujet dans le point suivant, et surtout multiplier les attaques bien plus contre Jean-Luc Mélenchon que contre Éric Zemmour. Il serait cependant erroné de croire que la France insoumise n'a pas la moindre responsabilité dans cette affaire. Parce que voilà le résultat d'une stratégie de confrontation, sans ligne politique claire, cohérente et radicale pour les travailleurs. Cette ligne qui a été abandonnée en 2017 et qui était celle de, rappelons-le, lui on la change ou on la quitte. En lieu et place, Jean-Luc Mélenchon a opté pour le choix électoraliste de la NUPES, qui désormais se retourne progressivement contre elle. Sans même parler de certaines déclarations parfois tapageuses et inutiles pour attirer l'attention de la part de la France insoumise. Cependant, le 57% constitue aussi un chiffre positif, un petit peu de positif dans cette histoire. Eh bien, c'est celui de la méfiance, si ce n'est la défiance, envers l'Union européenne du capital de plus en plus critiquée, et pour cause. Et que, bien entendu, le scrutin européiste de juin prochain donnera l'occasion d'encore plus délégitimer, via le boycott populaire le plus massif possible auquel appelle le PRCF. Oui, 57% des Français désormais estiment que l'Union européenne est néfaste dans le fond pour le pays, et a raison. L'image de la semaine à présent, eh bien, elle date du 11 octobre 2023, et elle nous vient de Nice, et plus précisément du compte Twitter de son maire, Christian Estrosi. Nous vous laissons apprécier cette nouvelle photographie. Oui, cette nouvelle parce qu'une fois de plus, pour le Versaillais Fabien Roussel, qui avait déjà posé bras dessus, bras dessous avec Valérie Pécresse lors de la fête de l'Humanité en septembre 2021, et qui a d'ailleurs récemment récidivé lors de la dernière fête de l'UMA aux côtés d'Édouard Philippe, eh bien, ce n'est pas un problème de toute évidence de poser avec la réaction. Je rappelle d'ailleurs que lors de la dernière fête de l'UMA, Fabien Roussel tutoyait allègrement Édouard Philippe et le félicitait même pour sa gestion chaotique du Covid. Et d'ailleurs, un jeune travailleur, agacé par cette séquence à raison, avait commis ce terrible outrage de monter sur scène pour dénoncer les borgneurs des Gilets jaunes, qui avaient été invités comme un véritable VIP par, paraît-il, le communiste Fabien Roussel. Et puis, n'oublions pas encore que récemment, c'était en septembre, le même Roussel, qui est toujours prêt, dans le fond, à serrer les mains de la réaction, avait posé aux côtés de Bernard Cazeneuve avec ce message-là. Nous l'avions d'ailleurs mis dans une revue de presse précédente. Très heureux de retrouver, alors c'était le message de Bernard Cazeneuve, très heureux de retrouver Fabien Roussel pour un moment convivial à l'occasion de la foire de Champagne où nous avons été accueillis par Benoît Apparu. Vous voyez que ça donne un très beau combo toute cette histoire. Un double constat s'impose depuis le temps. Et ça commence à faire quand même. Fabien Roussel préfère clairement fréquenter la réaction plutôt que de parler aux communistes. Et par ailleurs, il poursuit sa stratégie solitaire électoraliste. D'ailleurs, la preuve en a encore été fournie dimanche 15 octobre, puisqu'il a annoncé la sortie du PCF-PGE de la NUPES, coalition aujourd'hui dépassée selon ses dires. Et ceci afin de construire un nouveau front populaire. Alors certainement avec le PS et EELV, mais aussi avec ses nouveaux amis du capital, en tout cas au moins Bernard Cazeneuve, puisqu'il semble que ce ne soit pas un problème de fréquenter les borgneurs qui avaient tapé dans tous les sens sur ceux qui refusaient la destruction du Code du travail. En somme, une sortie de la NUPES par la droite. Et le point de rupture ayant été justement la prise de position sur la question israélo-palestinienne, à vrai dire à propos de laquelle Fabien Roussel s'aligne de fait sur les positions de l'ordre euro-atlantique. En tout cas, cela montre combien la stratégie électoraliste de Jean-Luc Mélenchon est un fiasco sur toute la ligne, parce que ça a ressuscité le défunt Parti socialiste, et parce que ça sert les idiots utiles, dans le fond, comme Fabien Roussel. La personnalité de la semaine à présent. Alors cette personnalité,
C'est le ministre israélien de la Défense, faut quand même le citer, hein, Yoav Gallant, qui est le véritable chef d'orchestre de l'offensive sauvage tout azimut contre les Palestiniens. En tout cas, il a eu au moins le mérite, le lundi 9 octobre, d'annoncer clairement la couleur, en déclarant ceci. Nous imposons un siège complet à Gaza. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Alors naturellement, les partisans d'Israël expliqueront peut-être que cette déclaration ne vise que le Hamas islamiste. Bon. Ce serait toutefois oublier une chose, c'est que cela fait des décennies que la théocratie fasciste, selon les termes mêmes du maire de Tel Aviv, Ron Hulday, qui qualifie Israël de théocratie fasciste, eh bien, traite les Palestiniens comme des animaux. Et en tout cas, et de surcroît, allie clairement les actes aux paroles. Puisque Yoav Gallant, comme l'ensemble des dirigeants israéliens depuis des décennies, se moque éperdument des résolutions de l'ONU empilées depuis 1948. Et d'ailleurs, l'armée israélienne a de nouveau fait usage, le mercredi 11 octobre, eh bien, du phosphore blanc au-dessus du port de Gaza. Comme nous explique de manière presque inattendue, il faut bien le reconnaître, France Info, parlant, je cite, d'un produit chimique dévastateur pour l'organisme qui continue de brûler à 816 degrés jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien ou que la source d'oxygène soit coupée. Un produit qui, d'ailleurs, selon la Croix-Rouge, a le potentiel de causer des blessures particulièrement horribles et douloureuses ou une mort lente et douloureuse. Bon, donc, si vous voulez, Yoav Gallant met en application son théorème. On appréciera au passage la considération qu'il a pour les animaux tout court. Ça, c'est un autre problème. Pour lui, ce ne sont certainement pas des êtres vivants sensibles, de la même manière que les Palestiniens. Les Palestiniens que déjà Avigdor Lieberman, il y a quelques années, chef de file de l'extrême droite en Israël, assez large, l'extrême droite d'ailleurs, appelé à tuer à la hache. La déclaration de la semaine à présent, eh bien, elle est dans la foulée d'ailleurs de ce qu'on a dit. Elle est signée Raphaël Enthoven. Vous savez, on en avait déjà parlé de ce prétendu philosophe qui préfère Le Pen à Mélenchon et Trump à Chavez, et qui, lui aussi, n'hésite pas à hiérarchiser les êtres humains. Il l'a d'ailleurs prouvé sur BFM TV le mardi 10 octobre 2023. Oui, il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Je pense qu'il faut marquer cette différence, que c'est même très important de la faire. Là encore, ça n'est pas commensurable. Hélas, à la fin, c'est des enfants qui meurent. Bien sûr. Bon, je peux dire qu'il est il partage parfaitement la pensée de Yoav Gallant, ça ne surprendra pas, évidemment, pour ce collaborateur du journal macroniste Franc-Tireur. D'ailleurs, nous l'avions déjà signalé, je vous l'ai dit, dans une vidéo à propos du prétendu anticomplotiste Rudi Reichstadt. Alors, c'est vrai qu'il a pris conscience de son absence d'humanisme, ce prétendu philosophe, parce qu'il a quand même eu des déclarations assez intéressantes, comme vous pouvez le constater maintenant. Mais alors il tente de se rattraper, vous voyez, dans l'édito du numéro 101 du Canard en question, en expliquant qu'il n'y a aucune différence à faire entre les victimes, mais entre ceux qui les tuent. Bon, ça n'empêche pas d'ailleurs Enthoven d'assimiler de manière convulsive et obsessionnelle l'URSS et l'Allemagne nazie, et de reprendre les fables du type Goulag et Auschwitz ou 100 millions de morts. Bon, moi je vous dis même 1 milliard, tant qu'on y est. Bon. Et de préciser la chose suivante. C'est une chose d'envahir un pays pour y commettre un massacre sur des femmes et des enfants parce qu'ils sont juifs. Tout autre est de riposter par des bombardements. Y compris d'ailleurs certainement fausse pâte blanche, j'imagine, on s'en doute. Écoutez, que pourrait raconter Raphaël Enthoven si jamais les Palestiniens, qui, c'est bien connu, ne sont jamais massacrés par l'armée israélienne, qui d'ailleurs est surnommée sans rire l'armée la plus morale du monde. Eh bien on se demande comment réagirait Raphaël Enthoven si jamais les Palestiniens utilisaient des avions de combat pour bombarder les villes israéliennes, étant donné qu'apparemment les roquettes, etc., ça ne convient pas. Clin d'œil également à une autre déclaration qui, il est vrai, aurait pu être la déclaration de la semaine, mais on ne pourrait l'oublier, tant elle est immonde. Et elle nous vient du chanteur décrépit Enrico Macias, qui, rappelons-le, en 2007, célébrait d'ailleurs la victoire électorale de Nicolas Sarkozy en chantant « Ah, qu'elles sont jolies des filles de Sarkozy !» Ce qu'il a d'ailleurs regretté récemment en affirmant avoir fait une connerie avec cette reprise. Bon, mais passons. En tout cas, il y a une connerie qu'il ne regrette pas, semble-t-il, enfin pour lui, c'en est certainement pas une d'ailleurs, ce sont ses récentes déclarations.
au sujet de la France insoumise qui a été prononcée mardi 10 octobre dans l'émission Poubelle l'heure des pros sur CNews. On avait d'ailleurs parlé dans la dernière revue de presse. Sans rire, son animateur réactionnaire Pascal Praud croit que tout le monde jalouse cette émission. Et voilà ce qu'a déclaré Enrico Macias. Quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh bien vous m'obligez à dire ce que je ne voulais pas dire. Il faut les dégommer, ces gens-là. Politiquement, précise Pascal Praud, bien sûr, mais peut-être physiquement. Là, nous avons certainement un nostalgique de Charles Maurras, qui, rappelons-le, dans l'Action française du 9 avril 1935, annonçait que Léon Blum était un homme à fusiller, mais dans le dos. Et je ne reviens même pas sur les paroles qui ont été prononcées tout à l'heure de la part d'Avigdor Lieberman. Bref, nous avons ici la droite, avec toutes ses composantes, dans toute sa splendeur. L'infolute de la semaine, eh bien, c'est la journée de mobilisation du 13 octobre 2023, du vendredi 13, qui, c'est le moins que l'on puisse dire, n'a pas été une grande réussite. Il faut le dire clairement. La CGT a annoncé 20 000 manifestants à Paris et 10 000 à Marseille. Et la secrétaire confédérale, Sophie Binet, a eu raison cependant de préciser à ce sujet que la colère est intacte chez des millions de travailleurs, malgré le faible nombre. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a eu le passage en force, on l'a déjà dit, de la destruction des retraites, et puis de manière générale, le contexte d'inflation galopante, les salaires qui stagnent, voire qui baissent, la casse du pays de tout point de vue. Et de ce point de vue, le PRCF a appelé à la mobilisation dans la rue le 13 octobre dernier. Par contre, il y a un problème de fond, un vrai problème de fond. Parce que c'était un appel qui, dans le fond, était poussé par l'intersyndicale, avec une mobilisation de rentrée le 13 octobre, un vendredi, et en plus dans un contexte qui, il est vrai, n'a pas aidé. Mais ce qui est certain, c'est que le mot d'ordre, lui, n'était pas suffisamment offensif et politique, disons-le clairement. Et tout ceci en se retranchant derrière la Confédération européenne des syndicats, qui apparemment aurait défendu une journée d'action européenne. C'est quand même assez étonnant quand on sait que la CES est une courroie de transmission jaune de la bonne parole européiste. Il paraît que la Confédération européenne des syndicats serait utile pour soutenir les luttes des travailleurs français. Alors on a voulu savoir ce qu'il en était s'agissant du mouvement de grève du 13 octobre 2023. Donc on s'est rendu sur son site internet pour voir ce qu'il en était, savoir si la Confédération européenne des syndicats, d'une manière ou d'une autre, contribuait à un appel à la mobilisation. Donc on parcourt ici l'ensemble des pages internet de la Confédération européenne des syndicats, et force est de constater que ni dans la rubrique actualité, ni dans la rubrique événements, on ne retrouve aucun appel à se mobiliser, à faire grève, à manifester pour ce 13 octobre, ni même aucune information sur cette journée. Alors on a été voir également dans son agenda, et vous voyez, la journée du 13 octobre n'est pas une mobilisation de la CES. Or, comme le rappelle justement le PRCF, la colère sans perspective d'alternative politique ne peut seule mener à de vraies victoires. Et c'est pour ça que lorsque le PRCF était présent dans la manifestation, eh bien, il distribuait le tract intitulé « Pour vaincre Macron, Le Pen, le MEDEF et l'UE-OTAN, construisons l'alternative révolutionnaire rouge et tricolore ». Il faudra bien y venir, parce que nous voyons bien les difficultés à mobiliser des travailleurs fort logiquement déprimés à la suite du passage en force de la destruction des retraites. Une bonne nouvelle quand même, dans l'UE au quotidien. Ouais, il en faut un petit peu, parce que c'est vrai que l'ambiance est peu reluisante. On a quand même parlé des 57% de Français désormais défiants vis-à-vis de l'UE. Eh bien, en ce qui concerne l'UE au quotidien, vendredi 13 octobre également, la Commission européenne n'a pas réussi à reconduire pour 10 ans l'utilisation du glyphosate dans l'agriculture. Alors le monde va faire croire que c'est le résultat de l'action majeure de la France. C'est vrai que la France a joué un rôle dans cette histoire, en s'abstenant, donc en refusant d'approuver le texte proposé. Bon, ce projet a rencontré l'opposition également de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Autriche et des Pays-Bas. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, parce que le monde rappelle quand même la chose suivante. Le glyphosate, substance active de plusieurs herbicides, dont le Roundup de Monsanto, très largement utilisé dans le monde, avait été classé en 2015 comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Des conclusions confirmées en 2021 en France par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Ce n'est pourtant pas l'avis de l'Union européenne, ça on s'en doute, et plus précisément de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments.
qui estime que l'herbicide le plus vendu au monde ne pose pas de risque majeur pour la santé humaine. Et cette analyse a fait bondir Laurence Huck, toxicologue et spécialiste des pesticides, dans un article publié sur Mediapart. Selon cette spécialiste, cette évaluation ne correspond à aucun canon scientifique. Et elle précise, si les évaluations européennes reposaient sur la science, le glyphosate serait interdit depuis des décennies. Comment ça, l'UE serait donc obscurantiste? Quelle belle surprise, en tout cas pas pour le PRCF, parce que nous cessons de le dire depuis longtemps, ne serait-ce qu'à travers un autre exemple, celui de toutes les résolutions toujours plus anticommunistes et toujours plus favorables à la réhabilitation du nazisme qui sont adoptées par le Parlement européen depuis des années, de Le Pen jusqu'au PS à ELV. En tout cas, cette victoire nécessitera malgré tout de renforcer la vigilance parce que nous ne doutons pas que l'Union européenne, comme à son habitude, reviendra à la charge. Enfin, l'actualité idéologique, culturelle, puisqu'on parlait de vigilance. Vigilance aussi pour les enseignants, qui sont au cœur de l'actualité idéologique et pas seulement par rapport à ce qui s'est passé à Arras. Car cela fait également référence au collectif Parents Vigilants, créé par Éric Zemmour et ses sbires. Pourquoi? Parce que Zemmour tente d'infiltrer les élections de représentants de parents d'élèves dans les établissements scolaires. Les élections se déroulaient d'ailleurs le vendredi 13 octobre. C'était décidément une journée assez riche. Et en fait, Zemmour poursuit sa guerre en faveur de l'hégémonie culturelle, bien entendu réactionnaire dans ce cas. Eh bien, ce que l'on peut dire à ce sujet, c'est que Marianne précise que le parti Reconquête claironné après une supposée victoire aux élections de parents d'élèves, les Parents Vigilants remportent plus de 3500 sièges, applaudit l'ancien journaliste du Figaro, se félicitant de sièges gagnés partout dans des centaines d'établissements. Alors il semblerait que ce soit une victoire pour Éric Zemmour. À ceci près que le chiffre est invérifiable, est contesté par les acteurs de la communauté éducative, d'autant que l'association zémouriste a rusé pour présenter ses candidats. Autrement dit, c'est une fausse victoire, si tant est que ça en soit une d'ailleurs. En fait, on est certainement devant un grand bluff en termes de réussite après le bid des législatives, puisque rappelons que Éric Zemmour ne peut compter sur aucun député. En revanche, un constat s'impose. Éric Zemmour accorde une importance centrale à l'éducation nationale. Ça ne surprendra pas dans sa logique de bataille pour l'hégémonie culturelle. Rappelons d'ailleurs que son grand mentor, Philippe Pétain, souhaitait lui aussi reprendre ce ministère après l'arrivée du Front populaire au pouvoir afin de rééduquer des travailleurs, et on se doute, dans le sens de travail, famille, patrie. Et puis, malgré tout, il ne faut pas négliger les conséquences de l'existence de ce collectif appelé Parents Vigilants, en particulier en termes d'autocensure des enseignants. D'ailleurs, les syndicats évoquent des intimidations, campagnes de harcèlement numérique, courriers anonymes, flash mob devant les établissements. Pour le coup, c'est France Info qui évoque ce sujet dans un reportage que nous vous conseillons d'écouter. Preuve en est que les pressions et les attaques obscurantistes n'émanent pas que des islamistes, d'ailleurs au demeurant, mais aussi et peut-être surtout avant tout de l'extrême droite le péno-zémouriste et de tous ceux qui sont LR compatibles. Mais également, ne l'oublions pas, du Macronat. Parce que le Macronat cherche à mettre au pas les enseignants. Il suffit de voir la récente révocation de Silvia Giocanti, président du jury de CAPES de philosophie, pour avoir fait de l'épreuve orale portant sur les valeurs de la République un exercice de réflexion philosophique et critique. Et en plus, elle avait reçu l'approbation de l'inspection générale. Ah oui, mais pour le Macronat, faire ceci, ce n'est pas une bonne chose. Vous ne serez pas un bon fonctionnaire éthique et zélé, appliquant les valeurs de la République de manière dogmatique, comme un catéchisme. Voilà, bon, c'est tout pour cette revue de presse de la semaine qui, nous le savons, n'est pas toujours très amusante, peut même parfois paraître un petit peu déprimante, mais finalement, nous nous situons, nous, dans la logique de Jean Jaurès. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Et quand nous pouvons dire la vérité aussi sur les faits positifs, comme l'interdiction du glyphosate, ou ces 57% de travailleurs en France qui sont favorables, enfin qui sont défiants vis-à-vis de l'Union européenne, nous n'hésitons pas à le dire. Mais chercher la vérité, c'est indispensable. Et finalement, nous sommes fidèles à un adage très simple. Pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. L'optimisme de la volonté, c'est bien sûr de relayer cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram et tout ce que vous voulez. Et puis surtout, c'est de rejoindre le pôle de résistance communiste en France, la lueur d'espoir en termes de projets politiques pour porter le combat, et encore plus dans ces temps où les heures sombres, malheureusement, ne sont plus vraiment à 20 mots à l'heure actuelle.
Nous comptons donc sur vous, camarades, rejoignez le PRCF.